Le 25 mars 1932 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film Les Croix de bois, texte intégral. Disons-le immédiatement, depuis que sa réalisation était annoncée, nous redoutions fort que ce film ne constituât surtout un spectacle pénible, pour nous et pour beaucoup d'autres, par les entorses qu'il risquait de faire aux pages classiques de M. Roland d'Orgelès, ou l'inutilité même des illustrations qu'il nous en proposerait, sans parler des surcharges grossières que le mauvais génie du cinéma ne manque jamais de conseiller aux responsables devant un scénario dépouillé. L'ouvrage arrivait bien tard aussi, après toute une série de films de guerre qui avaient émoussé notre curiosité, saturé nos regards par les prouesses d'une technique en lutte avec la réalité la plus difficile à restituer dans ses formes monstrueuses, innombrables et monotones. Par surcroît, aucun des échos de presse ou de studio concernant la distribution, la collaboration immédiate, ne pouvait passer pour rassurant. Après la rumeur enthousiaste qui a suivi les présentations officielles du film, il était difficile d'éprouver devant l'écran du Moulin Rouge une vraie surprise. Mais nous sommes heureux d'écrire aujourd'hui que le film des Croix de bois est digne du livre dont il a l'honneur de porter le titre. Nous ne pensons pas qu'il soit utile d'insister auprès de nos lecteurs sur le sens de cet éloge, qui suffirait à lui seul pour leur désigner un spectacle où l'on a traduit avec une émouvante fidélité l'un des très rares récits où tous les combattants se soient reconnus. Notre commentaire s'en trouvera singulièrement éclairé. Nous avons dit, de notre mieux, il y a quelques mois, notre admiration pour le magnifique labeur de Léon Poirier, composant son Verdun, qui n'a pas encore remporté sous sa nouvelle forme tout le succès que nous espérions, mais dont un avenir plus ou moins éloigné reconnaîtra le prix. Verdun, narration mobile, où l'on court des 1000 retranchements des premières lignes aux batteries d'artillerie, des mitrailleurs aux postes de liaison, des ambulances aux convois de renfort, sans retenir un seul nom, synthétise l'immense et tragique gestation d'une victoire par toute l'armée française. Les Croix de bois, est-il besoin de le rappeler, sont le journal de guerre d'une seule escouade de fantassins. Nous ne connaîtrons personne, hormis ce caporal et ces quelques soldats, dont nous savons tous l'âge, le caractère et les réflexes. Aussi, parlerons-nous d'abord des hommes chargés, selon le mot de l'un d'eux, de les faire revivre en se souvenant. Nous les avions déjà vus souvent, faisant leur métier d'acteurs, point toujours dans des circonstances flatteuses, et voilà que nous pouvons à peine les identifier. Charles Vanel a toujours joué avec une sobre truculence les brutes, les souteneurs, mais qui eût deviné qu'il incarnerait le bon caporal Bréval, figure poignante par son honnêteté triste, par tous les secrets que l'on y devine, d'un cœur simple et inquiet, qui ne s'ouvrira qu'à l'instant de cette agonie pathétique et humble, l'un des sommets du film. Pierre Blanchard oublie presque continuellement sa médiocre carrière théâtrale pour prêter une physionomie juvénile, compréhensive, crâne sans forfanterie, à l'étudiant Demachy. Et comment retrouver un des seuls traits de Gabriel Gabriot, bellâtre calamistré, sous la superbe figure de Sulfare, gouape épique et sordide. Et Pierre Labrie, cuistot légendaire, qui ne fera pas un bien fameux combattant avec sa panse, ses grosses joues qui tremblent sous le canon, et marchera cependant jusqu'à son obscur trépas. Et le moine, le paysan prudent et tranquille, si fin sous sa broussaille de barbe. Et Raymond Cordy, dans la peau du joyeux et infortuné Véron, le premier mort de la petite bande. On ne songe presque plus à les applaudir de leur vérité. Eux-mêmes y consentiraient-ils? Les artifices ordinaires de composition ne pouvaient aider qu'un instant leur métamorphose. Mais avant d'être comédiens, il y a 15 ans, 16 ans, ces hommes furent des combattants. Leur communion de gestes, de sentiments, unique dans les fastes du cinéma, dépasse le cinéma. Sur les traces de leurs frères d'armes, Roland d'Orgelès, Gabriot, Vanel et tous les autres, dès leur premier coude à coude, ont retrouvé l'âme de l'infanterie française.
Écoutez, sans aller plus loin, le ton dans leur bouche des vraies chansons de route, celles que l'arrière, les civils, n'ont jamais connues, qui semblent pourtant avoir été chantées dans tous les âges, par les gardes françaises comme par les voltigeurs de l'Empire. Litanie apaisante du Biffin transportant sa peine. En revenant de Montmartre à Paris, je rencontre un grand prunier qui était couvert de prunes. Voilà le beau temps, pourvu que ça dure. Il faudrait d'ailleurs transcrire tous leurs gestes, toutes leurs attitudes, le mouvement machinal des épaules remontant le sac, aussi bien que la posture virile du grenadier à l'assaut. Ne parlons pas d'exactitude, ni même de naturel. Nous avons sous les yeux des Français dont le talent et l'intelligence ne comptent plus, des Français dans l'exercice atavique de leur fonction de soldats. Rien, jusque dans leurs plus amères boutades, que l'on puisse réduire au bellicisme, au pacifisme, ces raisons de cabinet ou de réunion publique, mais un indicible accent militaire fait de discipline librement consentie, jamais automatique, d'une lutte entre l'individualisme frondeur et le sentiment obscur de la noblesse des armes, du terroir qu'elles défendent, sans oublier les attributs indispensables et traditionnels de la gaillardise, de la critique grondeuse, de l'insouciance, de la candeur bruyante, particulière à toutes les communautés viriles, un esprit qui n'appartient qu'à ceux de notre race. On en a fait, ne le connaissant que superficiellement, des dessus de pendule. Allez le regarder vivre sur l'écran, galvanisé par la voix fraternelle de Roland d'Orgelès. La part de l'illustre écrivain dans la réalisation ne se borne d'ailleurs pas là. L'on n'avait pas appris sans inquiétude que la direction des Croix de Bois était confiée à M. Raymond Bernard, auteur appliqué de copieuses et pesantes machines, Le Miracle des Loups, Le Joueur d'échecs, La Niaise Tarakanova, tôt sombrée dans l'ennui qu'elle propagèrent. Renonçant pour les Croix de Bois à ses ambitions cinégraphiques, M. Raymond Bernard a eu l'immense mérite de se soumettre et de comprendre. Mais c'est Roland d'Orgelès qui a créé. Le découpage, établi sous sa direction, suit celui du livre, dont quelques épisodes seulement sont judicieusement déplacés ou coupés de quelques variantes. Par exemple, dans la mort du caporal Bréval, variante conçue ou approuvée par l'auteur, et qui prolonge le récit écrit en conservant son style et sa couleur. Que l'on nous excuse d'employer un vocable affreux, mais l'œuvre de d'Orgelès a été littéralement repensée par le cinéma. Aucune écriture, mieux que la sienne, ne s'y prêtait. La somme des images de guerre qu'il enregistra est prodigieuse, mais sans la collaboration de l'auteur, une traduction aussi profonde était impossible. Le film y gagne de se dérouler chapitre par chapitre, dans une composition limpide, aussitôt inscrite dans notre mémoire, où le chaos visuel de 4 de l'infanterie n'a pas laissé de traces. Le relief, l'humanité de chacun des tableaux conçus par Roland d'Orgelès en fait tout le prix. De Machy, le bleu, tout équipé de neuf, débarque parmi les anciens, gouailleurs et cordiaux, un peu trop boueux à ce moment dans leur capote salie au pistolet. On fait connaissance. Sulfard est aussitôt le plus proche de nous, parce que c'est lui qu'on entend le plus souvent, qui se confie le plus volontiers, possédant cette verdeur, cette instabilité d'humeur, cette franchise et ce pittoresque qui peuvent faire d'un simple ouvrier comme lui un inoubliable type militaire, tandis qu'un intellectuel raffiné ne sera qu'une figure imprécise dans le rang. Redisons encore avec quel bonheur l'anime Gabriot. Ce n'est peut-être pas absolument le Sulfard du livre, que l'on imagine moins vigoureux, mais on ne doute pas que Roland d'Orgelès fut enthousiasmé par ce splendide soldat, par la carrure épique que l'athlète Gabriot donne à cette intrépide mauvaise tête. Quelle ne sera pas notre émotion à suivre devant la mort ces simples hommes dont Roland d'Orgelès nous a livré les secrets, qu'il a su détacher si nettement de la toile de fond grouillante et fumeuse des armées en guerre, d'entendre avec eux
la tête lentement vidée par l'angoisse, les coups du sapeur allemand qui va bourrer une mine sous leur abri, de compter leur visage dans une parallèle d'attaque. Dans des minutes aussi intenses, revêtues avec cette conviction, au milieu d'un cadre hallucinant, l'art ne serait plus qu'un procédé. Raymond Bernard a su, en ne laissant rien au hasard, résigner toute virtuosité technique. Il nous évite de songer à l'angle sous lequel nous voyons ces soldats. Il est difficile de lui adresser plus bel éloge. Nous revoyons surtout, en écrivant ceci, la scène admirable du défilé qui clôt le chapitre « Une victoire ». Le 39e d'infanterie revient décimé après 10 jours de cauchemar ayant enlevé 3 villages. Les hommes en loques n'ont même plus la force de se déséquiper dans la grange où ils s'affalent. Soudain, un ordre. « Sac au dos, on va défiler sur la place devant le général ». Les éclopés lèvent la tête pour crier leur protestation. Ils ne marcheront pas, ils en ont marre. C'est Sulfard qui l'a déclaré dignement au lieutenant. Mais il y a un bataillon de recrues massés sur le terrain pour leur rendre les honneurs. En maugréant, mollement, les rangs se reforment. Des compagnies fantômes traînent leurs godillots. Les commandements s'élèvent. Baïonnette au canon, pas qu'à danser. Le tambour roule, puis la musique éclate. La marche lourde s'assouplit, s'affermit. Les dos se redressent. Quand les sections en ligne passeront devant le drapeau, Sulfard, transfiguré, grondera « C'est nous qui avons fait l'attaque, c'est nous !» On devine comment un Abel Gans, un Américain, eussent cherché à élargir le tableau, à organiser une parade de géants. Mais non, Raymond Bernard l'a bien vu, ce n'est pas un torrent de vainqueurs ivres qui passe. C'est un pauvre régiment d'infanterie, dans les prés d'un village quelconque, devant un général de brigade, au son d'une marche rabâchée par toutes les fanfares de France. Un tableau qui n'a rien d'historique et qui n'est sublime que parce qu'on a su en recréer l'atmosphère morale. Que des figurants, des comédiens, des artisans du cinéma en aient été capables avec cette bouleversante simplicité, voilà qui prouve la vitalité des vertus mâles de notre race. Hélas, le film nous prouve du même coup que les empoisonneurs de l'esprit public n'ont pas travaillé en vain chez nous depuis 10 ans, puisqu'il s'est trouvé des Français pour siffler une scène aussi nue, aussi parfaitement dégagée de toute emphase. Ils ont trouvé un apologiste à leur mesure dans la personne de M. Paul Rebout, cet industriel de la plume qui encombre notre métier. Il est vrai qu'il les fait tous, s'est réjoui de ces protestations qui donnent à la représentation un attrait de plus. Parmi les truismes qui lui servent à juger indifféremment de la cuisine, des bonnes manières, de la littérature, du cinéma, il insulte la docilité humaine des combattants. Il vitupère nos fanfaronnades, confirmant cette opinion mondiale sur la France, ouvrez les guillemets, pays isolé, sans alliance possible, possesseur d'un immense tas d'or, acclamant des défilés militaires et imposant, grâce aux menaces de son formidable armement, des mesures économiques et des règlements très durs pour les peuples voisins, fermez les guillemets. Monsieur Briand est mort. À quel guichet espère donc passer Monsieur Paul Rebout? L'éloquence, dans les Croix de bois, s'arrête à la glorieuse revue des fantassins. Il y a, tout au long du film, comme du livre, beaucoup de mots sonores et criés très haut. Ce sont en général des injures. Les invectives de Sulfard contre une marmite ou un exercice inutile, le bref encouragement d'un officier au moment où l'on va sauter le parapet. Personne, parmi ses compagnons de souffrance, ne voudrait assumer le ridicule de juger la guerre. On l'a subi. Ce n'est pas le lieu ici de rappeler la vigueur argotique des admirables dialogues recueillis et recomposés par Roland d'Orgelès. On ne pouvait les mettre tous dans la bouche de Sulfard et de ses camarades. Il était impossible d'y faire, avec plus de sûreté, un choix d'ailleurs facile. C'est à peine si un ou deux cris, la prière de Gilbert de Machy à Notre-Dame des Biffins, et quelques mètres un peu trop joués de son agonie,
font tache dans cette pathétique simplicité. Nous avons dit plus haut comment la mise en scène de l'œuvre s'était organisée d'elle-même autour des récits de Roland d'Orgelès. Il faut ajouter cependant que l'on eût aimé, dans un tableau très développé, celui de la Grande Attaque, voir intervenir le cinéaste avec ses propres ressources. On ne peut spéculer, durant toute une bobine, sur le choc physique qu'éprouve d'abord le spectateur devant ce carnage, cette tempête assourdissante et fulgurante. La bataille moderne est informe. Léon Poirier, seul jusqu'à présent, est parvenu à la modeler en conservant une méthode purement objective. Raymond Bernard ne l'a pas tenté. Mais on n'oublie pas qu'il lui était fort difficile de le faire sans disperser notre attention et nous égarer loin de ses héros. On éprouve quelque pudeur à parler des circonstances matérielles de cette reconstitution dont la ferveur, la piété furent les principaux éléments. Il serait injuste cependant de passer sous silence la firme sans laquelle n'eût pas été possible cet immense travail. L'installation électrique notamment fut prodigieuse, menée sans ostentation et qui laisse loin derrière lui les panoramas américains où des mines alignées au cordeau détruisaient mathématiquement des villages de carton-pâte, dont la presse universelle nous communiquait avec respect le prix en dollars lorsqu'on porta à l'écran le pâle bouquin de M. Remarque.